10 heures, bonjour à tous. On va attendre un petit peu quand même pour démarrer, peut-être 3-4 minutes pour que tout le monde ait le temps de se connecter. Merci de votre patience en tout cas. Peut-être 3-4 minutes. Je vois qu'il y a des participants qui se connectent encore. Laissons le temps au temps. Voilà, encore des gens qui arrivent. On ne sera pas trop tard pour ne pas trop déborder non plus sur le temps. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir y aller. Bien bonjour et bienvenue à tous. En tout cas, merci d'être avec nous et d'être là pour participer, en tout cas derrière la caméra, pour vous et pour nous, à ce webinaire. Nous sommes ravis, en tout cas, Sarah et moi-même, d'être là avec vous aujourd'hui pour échanger sur un sujet qui concerne un petit peu tout le monde, hein, et d'autant plus depuis un certain temps. La formation dans le cadre de la FOAD. Nous avons trouvé intéressant d'agrémenter un petit peu ce sujet qui finalement parle à tout le monde, mais quand on regarde un petit peu les détails de tout ça, les contours sont pas si simples en réalité. Donc j'accueille aujourd'hui Sarah de la Morandière et je la remercie du FFOD pour co-animer ce webinaire. Donc Sarah, je vous laisse vous présenter en amont. Bonjour Céline, merci beaucoup de m'accueillir. Donc, je suis Sarah de la Morandière. Je suis conseillère en formation continue au CAFOC de l'Académie de Versailles et administratrice du Forum des acteurs de la formation digitale. Voilà, donc merci beaucoup d'être notre guest star d'aujourd'hui. On a grandement besoin de vous sur ces sujets, donc merci beaucoup Sarah. Et puis je vais me présenter, je suis Céline Tranchant, donc je suis conseillère formation plus particulièrement sur les grands comptes au sein de l'OPCO Atlas. Donc peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà, peut-être pas. En tout cas, j'aurai le plaisir de vous rencontrer, j'espère, à un moment donné. Et puis, je tenais aussi à remercier deux personnes que vous ne voyez pas, mais dont vous avez beaucoup entendu parler, je pense. Céline Estacaille, qui est conseillère formation et qui assure aujourd'hui le back-office. Donc, merci Céline. Et puis, Queen, qui nous permet d'assurer ces webinaires que nous avons commencé à mettre en place et à animer et qui assure toute la logistique et qui nous permet d'être là aujourd'hui avec vous. Donc, merci à toutes les parties intervenantes. Je pourrais nommer plusieurs personnes aussi sur la création des supports, etc. Donc voilà, c'est une mobilisation collective, en tout cas. Donc, écoutez, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comme je vous le disais, la FOAD, mais peut-être dans un premier temps aborder qui est l'OPCO, même si vous nous connaissez un petit peu. C'est toujours intéressant de revoir un petit peu la copie de l'ensemble de qui nous sommes et ce qu'on peut faire. Aborder un petit peu le cadre réglementaire de la formation à distance, hein, la FOAD, parce que effectivement, formation à distance en soi, le mot est assez simple, mais voilà, il y a quand même une réglementation, un contexte et des choses à respecter pour que ça corresponde à de la FOAD. Et puis, comment est-ce qu'on formalise auprès de vos demandes de financement auprès de locaux. Et puis derrière, je laisserai la parole à Sarah pour aborder les subtilités de la FOAD. Hein, qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on n'y met pas, les contours de la FOAD, la législation, en quoi c'est une modalité particulière et à quoi elle doit répondre pour être considérée comme telle. Voilà. Donc, écoutez, l'OPCO Atlas, en ces temps difficiles, reste mobilisé et vous accompagne. Alors, qui nous sommes
Nous sommes issus d'un joli mariage au départ, hein, suite à la réforme. Nous étions OPCA, organisme paritaire collecteur agréé, et nous sommes devenus OPCO, opérateur de compétences, suite à la réforme et à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et ce beau mariage a été principalement fait entre OPCA Baya et le FAFIEC, que vous connaissiez peut-être certainement d'un côté et de l'autre dans sa qualité d'OPCA. Et nous sommes devenus donc l'OPCO Atlas, qui est l'OPCO plus particulièrement des services financiers et du conseil. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de branches qui nous ont rejoints. Et nous avons au sein de l'OPCO Atlas 15 branches professionnelles qui restent mobilisées avec nous et qu'on pourrait partager en 4 familles distinctes finalement, qui sont l'assurance, la banque, le conseil et la finance. Hein, si on devait les partager en famille, c'est plus simple. Nous aurions ces 4 familles-là. Donc nous sommes quand même dans une logique de filière avec des besoins en compétences communs, avec des contraintes communes. Nous avons dans nos branches sont très réglementées. Nos branches ont besoin de compétences sans cesse, puisque ce sont des branches qui évoluent au fur et à mesure, tant sur la législation que sur les expertises techniques. Donc un besoin en formation assez fort et assez important pour chacune de nos branches. Et notre rôle à nous, c'est d'être sur le terrain avec vous pour vous accompagner dans toute la partie gestion RH, hein, jusqu'à un certain point, et puis la partie formation surtout, vous tenir informé et d'être sur le terrain avec vous. Ça veut dire aussi pour nous de vous donner des informations à travers les webinaires, les réunions d'information collective, et puis les rendez-vous conseillés, et puis d'accueillir des intervenants susceptibles de vous aiguiller sur les sujets un petit peu plus pointus. L'AFOAD, qu'est-ce que c'est? Il y a quand même formation à distance. Donc la formation à distance, évidemment, existe depuis longtemps. Hein. C'est un petit peu comme la FEST, on en parle beaucoup. Ce sont des modalités qui existaient déjà avant, mais qui, avec la réforme, avec la nouvelle loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a pris vraiment de l'ampleur et a pris tout son sens. Hein. Elle est réglementée, de la formation à distance, donc ce n'est pas que une copie d'organisme de formation qu'on va diffuser simplement à travers, par exemple, une vidéo. Hein, il y a quand même des conditions à réunir pour que ce soit qu'elle réponde au code du travail. Et dans les conditions à réunir, nous avons voilà un contenu. Hein, ça répond à la loi sur la formation. C'est qu'est-ce qu'une formation? Une formation, il y a quand même un parcours pédagogique et puis des objectifs professionnels. Donc, qu'est-ce qu'on y met dans un parcours pédagogique, et des objectifs professionnels? Il y a un contenu, il y a une avancée. Et pour avancer dans la FOAD, il faut qu'il y ait, parmi ces 3 conditions à réunir, une assistance technique et pédagogique qui est appropriée au support, appropriée au contenu, pour accompagner le bénéficiaire dans la montée en compétences et dans le déroulement de son parcours, dans le but d'acquérir ses objectifs professionnels. On a une information auprès du bénéficiaire sur finalement votre contenu de formation sera lequel. Qu'est-ce que vous allez faire comme activité pédagogique et comment vont être ces activités pédagogiques? Sous quelle forme? Elles vont être effectuées à distance certes, mais de quelle façon? Et puis la durée moyenne de ce parcours. Est-ce qu'il y a des modules? Est-ce qu'il y a des temps de travail à la maison? Quel est le contenu? Et puis pour être certaine certain que la formation soit acquise et avance dans un sens de parcours, dans une logique de parcours, des évaluations qui vont jalonner tout au long du parcours l'action de formation et qui vont, dans une certaine mesure, valider l'acquisition de ces jalons. Donc, au sein de vos entreprises, pour que cette formation soit reconnue comme telle et pas comme étant un outil qu'on a utilisé ou quelque chose qu'on a regardé, il va vous falloir des preuves de réalisation de ces éléments probants. Tout élément probant qui va faire en sorte que effectivement on se rend compte que le cadre réglementaire a bien été respecté et qu'on peut le considérer comme étant de la formation à distance. De l'autre côté, au sein de l'OPCO Atlas, évidemment, au vu du contexte actuel
J'ai envie de dire ça depuis le mois de mars. Hein, la formation à distance a pris tout son sens et a pris énormément d'ampleur, hein, notamment eh bien avec ne serait-ce que le FNE, hein, les formations qui ont été financées et qui sont principalement et 100% à distance, et auxquelles on accorde nous de notre côté un énorme point de vigilance sur les contenus. C'est pour ça qu'on vous embête souvent sur les contenus du programme. On vous demande de détailler parfois un peu plus. Et puis on apporte une attention particulière sur les coûts de formation, hein, parce qu'on se rend compte, hein, au quotidien, et c'est louable, hein, il faut un temps d'adaptation au système. Et puis on a été un petit peu tous en état d'urgence, donc chacun a avancé d'un pas, un pas, et puis a revu ses coûts en fonction du contenu de la formation qui a été adaptée pour devenir 100% à distance, ou qui était déjà une formation à distance et qui du coup a pris tout son sens. Donc voilà, nous apportons vraiment de l'attention sur le fond, la forme et les coûts. Comment est-ce que ça se formalise auprès de locaux? Ça, vous en avez un petit peu plus l'habitude, en tout cas, je pense. Hein. On va vous demander une demande de prise en charge, hein, que vous faites via votre espace MyAtlas. Ça, pour chacun, c'est presque devenu une habitude, une seconde nature. En tout cas, j'espère pour vous. Et puis, vous allez joindre à cette demande de prise en charge un programme qui comprend toutes les mentions obligatoires. Alors, je sais que le mot programme aujourd'hui a un peu moins de sens parce que on est un petit peu moins euh, euh, on est un peu moins exigeant sur la notion de programme. Avant, on vous demandait le public, l'éligibilité du public, etc. En revanche, il faut qu'on retrouve dans ce programme-là notre fameux parcours pédagogique et puis nos objectifs professionnels. Et puis pour la FOAD, il faut quand même qu'on ait eh bien ce contenu. Quelles sont les modalités de la FOAD que vous allez mettre en œuvre? Quels sont les jalons? Est-ce que ça va être sur le temps de travail ou hors temps de travail? Est-ce qu'il va y avoir classe virtuelle, etc. Enfin, Sarah vous en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, hein, sur les différentes possibilités de ce contenu. Et on vous demandera, en tout cas pour le paiement, un certificat de réalisation. Ça, ça vient d'être, c'est assez nouveau, ça vient de sortir, donc peut-être il y en a qui ne le connaissent pas encore. Je suppose que si, mais on ne sait jamais. Une piqûre de rappel est toujours bienvenue. Et ce certificat de réalisation, vous pouvez le retrouver en tout cas en modèle sur notre site internet quand vous cliquerez sur la présentation que vous aurez en fin de webinaire qu'on vous enverra. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les tous les éléments qu'il vous faut pour revoir le webinaire et puis voir un petit peu tous les outils qu'on met à votre disposition sur ces sujets-là. Donc le certificat de réalisation, ça c'est une pièce qu'on va vous demander nous. En revanche, évidemment, je vous invite à conserver toutes pièces de votre côté qui peuvent être des preuves concrètes de l'action de formation. Ça, c'est votre partie à vous et ça vous engage vous. Nous, en tout cas, pour le paiement, on aura besoin de ce certificat de réalisation. Alors la FOAD, Sarah, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, peut-être en amont nous présenter un petit peu finalement le FFOD, hein, qui êtes-vous, et puis rentrer un petit peu plus dans le technique du sujet et puis les subtilités de la FOAD. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Céline. Donc, effectivement, hein, tout d'abord, une présentation du Forum des acteurs de la formation digitale, le FFFOD, qui est une association qui a 25 ans cette année, qui compte un peu plus de 100 adhérents. Alors, qui sont ces adhérents? Ce sont des entreprises, des OPCO, comme l'OPCO Atlas, des organismes de formation, des structures juridiques, des formateurs, je dirais, individuels dans leur activité professionnelle, etc. Donc, c'est une association assez conséquente qui a plusieurs objectifs depuis 25 ans. Donc, faire des propositions pour faire évoluer la réglementation et promouvoir les formations FOAD, donc des propositions qui s'adressent à France Compétences, à la DGEFP, aux différents ministères concernés. Autre objectif, d'informer sur les formations digitales, la FOAD et le e-learning. Donc, pour ce faire, vous avez un site internet donc du FFFOD qui est très riche d'informations et un certain nombre de documentations également qui peuvent vous être utiles. Autre objectif, de favoriser la mise en réseau des acteurs. Donc, voilà, une des raisons pour laquelle nous sommes, je participe aujourd'hui en tout cas à ce webinaire.
Et un dernier objectif, un quatrième, qui est de promouvoir les formations à distance et les compétences et expériences françaises à l'échelle de la France, mais également dans les autres pays d'Europe et également vers d'autres pays de façon beaucoup plus étendue. Donc, 2 missions fondatrices, fondamentales, optimiser les savoir-faire, les plans d'action et la stratégie de ses adhérents, en étant au plus près des enjeux et du contexte de développement des formations digitales en formation professionnelle continue et dans l'apprentissage. Donc, vous avez tout de suite compris que là, dans le contexte et depuis le 16 mars 2020, voilà, beaucoup d'acteurs de l'écosystème formation se tournent vers le FFFOD. Donc, pour aborder la partie bonne pratique, de l'organisation et de la réalisation d'une formation ouverte à distance. Donc, puisque depuis le 17 mars, tout le monde veut, doit ou essaie de délivrer les formations à distance, on s'est trouvé d'abord dans un premier temps qui a été de mettre à distance la formation ou les formations prévues en présentiel. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, hein, les sessions en cours se terminant, par exemple, il s'agit de travailler pour les sessions à venir. Donc moi, je vais centrer mon propos sur 4 axes qui sont affichés là, qui sont à mon sens les fondamentaux hein, pour cette mise à distance de la formation et pour la FOAD de façon plus générale. Donc premier pilier, premier axe, la contractualisation, ensuite la prescription, en troisième pilier, les jalons et enfin, je reviendrai plus précisément sur le certificat de réalisation, également l'attestation d'assiduité. Donc, tout d'abord, le premier pilier, la contractualisation. Donc, en passant la formation à distance, c'est-à-dire en la transformant ou en la concevant pour qu'elle soit à distance, mais en tout cas, quand on l'a transformée, là, dans le contexte, forcément, on a changé les modalités de réalisation de la formation. Donc, ça veut dire qu'il faut en premier lieu, hein, vraiment en tout premier exercice, vérifier les termes de la contractualisation initiale. S'il était prévu la modalité à distance, peut-être qu'il n'y a que la durée des temps en FOAD à modifier, mais peut-être qu'il n'était pas du tout prévu de distance. Auquel cas, il est indispensable de faire évoluer cette contractualisation. Nous, sur le CAFOC, hein, vous avez le petit logo en bas, donc le Centre académique de formation continue, on utilise un avenant à la convention ou au contrat de formation, bien évidemment. Donc, s'il n'était pas initialement prévu de FOAD, il faut prévoir de préciser plusieurs choses. Les 3 principaux éléments pour être en conformité avec le cadre juridique qu'a évoqué tout à l'heure Céline. Donc, il faut vérifier ou faire inscrire que soit bien stipulé qu'il y a une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours. Donc ça, il faut que ce soit écrit, hein, vraiment très précisément notifié. Ainsi que l'information du bénéficiaire aux activités pédagogiques à effectuer à distance et leur activité moyenne. Ça doit être également écrit dans la convention ou dans l'avenant à minima. Et également qu'il va y avoir des évaluations qui vont venir jalonner ou conclure l'action de formation. Donc nous, on utilise donc au CAFOC le contrat de formation et on a un document annexe qui est notre protocole individuel de formation qui va comporter les précisions de l'assistance et de la technique et pédagogique, les précisions sur les activités pédagogiques à réaliser à distance et leur durée moyenne, et sur la temporalité des jalons, des évaluations de cette action de formation. Donc cette nouvelle contractualisation engage bien évidemment la responsabilité de l'organisme de formation, mais également du financeur, que ce soit l'employeur ou un autre financeur, et également la responsabilité du stagiaire, puisque le lieu de formation va changer avec la formation à distance, et parfois le rythme ou la durée. Donc cette contractualisation et ou cet avenant, ça va être vraiment des documents cruciaux parce que la responsabilité des différentes parties prenantes est engagée. Donc, il est également important que les moments de formation soient prévus, organisés, que soient formalisés dans un planning, un emploi du temps ou toute autre formalisation, parce que, encore une fois, la responsabilité des parties prenantes est engagée sur les temps de formation. Alors, il est vrai que la formation à distance, ça permet au bénéficiaire de faire des choses un peu quand il veut et où il veut. Pour autant, sur les temps
organiser et formaliser de la formation, la responsabilité, encore une fois, hein, de l'organisme de formation et du ou des financeurs est engagée. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Ah oui, un élément aussi très important, quand on transforme, je dirais, les modalités de formation et qu'on envisage et qu'on passe sur des temps de formation à distance, probablement que l'emploi du temps qui était prévu pour tout en présentiel va plus forcément convenir. Peut-être qu'il faudra l'adapter. Hein, tout à l'heure, ce qui a été évoqué, c'est une formation à distance, c'est pas simplement un enregistrement vidéo que l'on envoie. Donc là, de la même façon, l'emploi du temps prévu en présentiel, il ne va pas spontanément se transformer en emploi du temps à distance. Si il y avait sur une journée 8 heures de cours et d'activités professionnelles prévues en présentiel, ça ne peut pas toujours se transformer en 8 heures consécutives de cours et d'activités à distance. Donc ça, c'est important aussi d'interroger ce point-là. Le deuxième pilier, c'est la prescription. Un petit temps pour Céline. Merci Céline. Alors, l'autre Céline, merci beaucoup. Donc, le deuxième pilier, la prescription. Donc, en changeant de modalité de formation, il est important également de revoir la prescription de la formation, c'est-à-dire la prescription de ce qui va être à réaliser par le bénéficiaire. Donc, il y avait une durée prévue pour des activités pédagogiques en présentiel. En passant en formation à distance, les formateurs vont prescrire des activités à réaliser à distance. En autonomie, à certains moments, ils vont y associer des durées moyennes pour les réaliser. Donc, c'est un changement important pour les formateurs, pour le stagiaire, bien évidemment. Et puis, il va y avoir au sein de l'équipe pédagogique une répartition de tâches nouvelles d'accompagnement, de prescription et de suivi à distance pour le stagiaire. Donc, ces éléments de précision et le qui fait quoi dans l'équipe pédagogique, c'est aussi quelque chose que nous stipulons au sein du CAFOC pour nos formations dans notre document annexe joint au contrat de formation. Il va être important aussi donc de préciser qui va assurer l'assistance technique et à quel moment cette personne est sollicitable et comment, par quel canal. La même chose pour l'accompagnement pédagogique. Donc, qui est sollicitable et comment et à quel moment? Éventuellement, sous quel délai le stagiaire peut avoir des retours, du coup, des réponses à ses questions ou l'aide sollicitée. Donc, la nature des activités à réaliser et la durée moyenne, ça a été évoqué. Et bien évidemment, encore une fois, les jalons qui vont venir mettre comme des petits cailloux le long du chemin du parcours de formation du stagiaire. Alors, ce qui va être également très important à travailler ou à retravailler, à interroger en tout cas, ça va être l'organisation de la formation et de certaines activités pédagogiques. Là aussi, ce qui est prévu, ce qui est organisé est prévu en présentiel. Quand ça se transforme, quand on doit travailler pour le transformer à distance, il va falloir se poser collectivement un certain nombre de questions. Est-ce qu'il faut tout passer à distance? Est-ce que l'on peut tout passer à distance? C'est pas forcément le cas. Est-ce bien possible et est-ce bien nécessaire de délivrer tout ou partie de la formation à distance? Faut-il reporter éventuellement la fin de la formation? Là, c'est des situations qu'on a pu vivre, des questions qui ont pu se poser dans le contexte de confinement. Est-ce qu'il faut prévoir des temps de formation présentiels plus tard, peut-être reportés, pourquoi pas avant une épreuve, avant une évaluation en situation ou un jury? Également du côté des compétences et des connaissances à acquérir. Est-ce que tout peut se travailler à distance? Ce n'est pas dit à l'avance, donc c'est à interroger également. Ce qui est généralement fortement recommandé, c'est de repartir du déroulé pédagogique, du scénario pédagogique qui ont été établis pour la formation en présentiel et de réinterroger la temporalité, les activités et le qui fait quoi, du coup, dans cette formation. Donc nous, comment nous faisons ce choix si nous avons la place de faire ce choix pour les formations que nous délivrons au CAFOC? Donc on propose généralement de délivrer la formation entièrement à distance à condition que ce soit pertinent et cohérent d'un point de vue pédagogique pour l'atteinte des objectifs du stagiaire, c'est-à-dire pour le développement de ses compétences, mais également à condition que cela corresponde à ses besoins et à ses possibilités. Ça inclut ses disponibilités, ça inclut le matériel dont le stagiaire dispose, ainsi que sa maîtrise des outils pour la formation à distance
Et enfin, ça inclut aussi sa capacité à travailler à certains moments seul. Donc, vous voyez que ça fait un certain nombre de conditions. Donc, tous ces éléments-là font que, le cas échéant, nous retravaillons le planning et l'emploi du temps de la formation afin d'adapter, hein, afin d'être au plus près de ce qui est nécessaire et de ce qui est possible, afin d'être à la croisée vraiment de ces champs-là. Le troisième pilier, euh, donc fondateur et indispensable à travailler pour la FOAD, c'est celui des jalons, c'est-à-dire les évaluations qui jalonnent la formation. Au CAFOC, nous considérons que ce sont des étapes, donc nous planifions des points d'étape qui sont des temps d'activité d'évaluation pour vérifier et valider les acquis. Ce qui veut dire que ces temps d'évaluation, ces activités d'évaluation sont annoncés par le formateur et sont des temps de vérification, d'évaluation pour valider des acquis. Alors, que peuvent être ces activités? Ça peut être toute activité permettant au formateur de vérifier un acquis, ça peut être un écrit sur un thème à présenter pour vérifier la compréhension du sujet d'étude et la capacité rédactionnelle, par exemple. Ça peut être une vidéo du stagiaire se filme en lisant un texte, si ça correspond, si ça permet de vérifier les acquis. Ça peut être quelques photos du stagiaire à différentes étapes d'une fabrication, par exemple. Ça peut être la participation lors d'une classe virtuelle avec des interventions permettant au formateur de valider la compréhension et la reformulation, etc. Donc, pour déterminer quelles activités, là, ce sont vraiment les formateurs qui déterminent, puisque ce sont eux les experts compétents là-dessus. Notre Sarah, recommandation, oui, pardon, je vous en prie. si je voulais juste faire part à nos invités qu'ils avaient la possibilité de poser des questions. Cela dit, c'est tellement clair que je pense que pour l'instant, nous n'en avons pas. Et merci Sarah. Mais n'hésitez pas, vous avez sur le côté à droite une petite flèche. Si vous appuyez sur la petite flèche, vous pouvez poser des questions si jamais. Soit nous essaierons d'y répondre en direct, soit nous répondrons un peu plus tard. Et je voulais juste, voilà, comme il y a une matière intéressante et ça vaut la peine de poser des questions si vous aviez encore une interrogation sur ce sujet. Excusez-moi, Sarah, merci. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas aucun souci. De toutes les façons, je pense que nous aurons le temps aussi sur une dernière partie, bien évidemment, pour regarder des questions et y répondre au mieux. Vous en étiez à évaluation et validation. Tout à fait, j'en étais là. Donc, une recommandation forte que l'on fait, c'est que systématiquement, le formateur formalise les prescriptions faites aux stagiaires, les activités donc à réaliser, il précise les durées moyennes estimées pour les réaliser, ainsi que les jalons, les évaluations. Alors, pourquoi cette formalisation? Pour permettre, bien évidemment, aux stagiaires de suivre au fur et à mesure ce qu'il a à faire, le temps qui est attribué pour effectuer les travaux, mais aussi a posteriori pour avoir tous les éléments de traçabilité pour permettre aux formateurs de vérifier que les travaux ont été réalisés, de valider cette réalisation, et ça va être des éléments, je vais en reparler tout à l'heure, qui vont être utiles pour renseigner le certificat de réalisation. Donc nous, au CAFOC, on utilise une fiche de prescription et de suivi individuel dans laquelle le formateur inscrit ce dont je viens de parler, c'est-à-dire l'activité à réaliser, la durée moyenne estimée pour la réaliser, et il vient également renseigner la validation et le résultat des évaluations, ce qui permet d'avoir la trace de l'ensemble, depuis la prescription jusque vérification des acquis. Donc c'est ce qu'on a trouvé de plus pratique. Donc c'est un document qui suit chaque stagiaire tout au long de son parcours de formation et dans lequel viennent être renseignés tous les temps et toutes les activités à distance. Alors j'ai une petite question, Sarah, Oui. qui a tout à fait attrait à ce que vous venez de dire. On me pose la question suivante, c'est est-ce qu'une évaluation, bonjour, alors attendez, je vais essayer de lire parce que ça s'affiche de manière très petite, pardon. Est-il nécessaire d'atteindre un score, une moyenne ou 75% pour les évaluations? C'est le formateur qui va déterminer et qui va mettre le curseur en fonction de l'objectif ou des objectifs à atteindre. Bien, bien. Merci. Voilà. D'ailleurs, c'est pas forcément un score, une évaluation. Une évaluation, hein, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, ça peut être je vous demande de faire une présentation lors d'une classe virtuelle donc en collectif.
très bien, la présentation est effectuée et le propos est cohérent, ça peut être tout à fait nécessaire, suffisant et pertinent pour valider des connaissances et pour valider des acquis en fait. Mais ça pourrait être une évaluation, j'imagine, entre pairs. Par exemple, si vous aviez une prise de parole en public, vous faites un speech et Ça puis peut les être pairs également ça. l'évaluent. On est d'accord. Ok. Ça peut être également ça avec des critères donnés par le formateur pour permettre de dire ça oui, ça non, ça Une en grille cours de route, d'évaluation. voilà, une grille un minimum, tout à fait. Merci. Donc, enfin, le quatrième pilier pour une formation à distance, c'est celui du certificat de réalisation ou de l'attestation d'assiduité. Alors, j'ai mis les deux. Je vous explique tout de suite pourquoi. L'attestation d'assiduité, on en a besoin quand on est en formation en interne d'une entreprise. On n'a pas, dans ces cas-là, nécessité de renseigner un certificat de réalisation puisqu'on est le service formation interne à la structure. Voilà. Par contre, évidemment, le certificat de réalisation, hein, Céline, vous l'avez bien précisé tout à l'heure, il est indispensable et il faut le transmettre à l'OPCO. Donc, pour renseigner, pour établir l'un ou l'autre ou les deux de ces documents, il va falloir forcément collecter et centraliser des informations. Donc, selon l'équipe pédagogique et les organisations ou l'organisation, ça peut être un formateur qui a tous les éléments s'il y a un seul formateur intervenant, hein, je pense à des formations courtes avec un seul formateur. S'il y a une équipe de formateurs, peut-être qu'il est intéressant d'avoir un formateur référent ou un coordonnateur pédagogique, le cas échéant, qui va regrouper les informations nécessaires à l'établissement du document, à savoir le contrat de formation, les fiches de prescription et de suivi individualisées, qui, je vous le rappelle, comportent les informations des activités à réaliser de leur durée moyenne et les jalons, les étapes d'évaluation pour valider les acquis. Donc, qui va établir le document? Eh bien, lorsque ces éléments sont collectés, selon l'organisation et la constitution de l'équipe pédagogique, est-ce que c'est le responsable formation, le coordonnateur pédagogique, le formateur si il intervient seul et qu'il gère seul la formation? À titre d'exemple, au CAFOC, ça peut être directement le formateur qui établit le document. La plupart du temps, nous sommes sur des formations relativement courtes avec un seul intervenant. Si nous sommes sur des formations plus longues, comme par exemple le titre professionnel de formateur professionnel d'adulte, à ce moment-là, c'est le coordonnateur pédagogique qui va collecter les différents éléments pour renseigner le certificat de réalisation ou l'attestation d'assiduité. Ensuite, à qui l'envoyer? Alors, bien entendu, à l'OPCO, aux financeurs, s'il y a également l'entreprise. Donc là, selon la mécanique hein, du financement déterminé, voilà. Et puis également, ça peut être intéressant, bien sûr, de l'envoyer au stagiaire pour qu'il en ait l'information et qu'il sache ce qui se passe, parce qu'il est concerné, même s'il n'a pas à le signer. Voilà, ça peut être important. Donc vraiment selon le cas et ce qui est prévu par le cadre, donc par les documents contractuels. Sarah, j'ai une Oui, petite question du coup, je me permets. On peut imaginer que ce certificat puisse être utile aux stagiaires pour une démarche de VAE, par exemple? Oui? On ne vous entend plus, Sarah, là. Ah, voilà, les aléas est-ce du que vous direct. m'entendez? Ça y est, vous êtes revenu, Sarah. Oui. Donc vous J'ai disiez oui, malencontreusement touché au petit bouton pas sur de le fil du souci, casque. aucun Pardon. souci, Sarah. Donc vous disiez oui, je crois. Il m'a Je semblé. disais oui, bien sûr, pour le parcours de formation tout au long de la vie du stagiaire, bien évidemment, ça va être intéressant qu'il soit destinataire de ce type de document. D'accord. Donc Donc oui. vous conseilleriez aux entreprises du coup de le donner peut-être aux bénéficiaires d'action de manière systématique ou pas forcément? Alors, là, À voir. il peut y avoir effectivement, je vais dire selon les cas, selon les cas, selon ce qui est prévu. Est-ce qu'on est sur de la formation sur temps de travail? Est-ce qu'on est sur de la formation hors temps de travail? Hem, voilà. Là, je vais pas forcément rentrer dans le détail Nous de ce qui rentrerons va pas. être, voilà. Ça va être Merci plus au cas beaucoup. par cas. Voilà, Merci beaucoup en tout cas, Sarah. je vous en prie. Du coup, je vais arriver sur les ressources qui vont être utiles, donc après ces 4 piliers.
Donc en première ressource que j'ai souhaité voilà, apporter là pour que vous ayez un lien assez direct. Vous pouvez accéder sur le site du FFFOD. Donc, comme je crois que les participants auront le diaporama, Oui, ils pourront directement aller cliquer là où il est écrit guide détaillé. Et ça vous absolument. permettra d'accéder à un guide qui regroupe un certain nombre d'éléments détaillés et d'explications. Donc, ce guide précise notamment les éléments de contrôle nécessaires pour garantir la qualité d'un dispositif de formation à distance. Vous y trouverez également les conditions dans lesquelles le découpage pédagogique et technique du parcours de formation permet de garantir la traçabilité des activités de l'apprenant afin de bénéficier du financement de la formation. Donc là aussi, c'est un axe à sécuriser. Et puis, ce qu'il convient d'attester pour répondre aux attentes des financeurs. Et ce que je voulais préciser, c'est que ce guide concerne plus largement la formation à distance, qu'elle soit prévue 100% à distance ou en partie à distance, c'est-à-dire des formations qu'on appelle mixtes ou hybrides, mais également des formations avec la modalité AFEST, puisqu'en formation AFEST, on peut également avoir des moments en FOAD. Voilà, donc je voulais insister un petit peu là-dessus. Et puis plus largement, il y a toute une boîte à outils qui est mise à disposition au tout public par Internet, mais là vous aurez un lien encore une fois. Boîte à outils avec des accès vers des ressources, vers des outils, également énormément de conseils et de retours d'experts. Donc d'experts que sont des financeurs, des OPCO, des entreprises, des organismes de formation et des structures juridiques. Alors, il y a d'autres ressources qui sont stipulées là, donc je vous redonne la parole, Céline, pour les autres Oui, ressources. alors je confirme, hein, un guide détaillé est très bien fait. Je peux en attester. Voilà. Donc, je vous invite à consulter toute cette boîte à outils parce que c'est vraiment précieux. On est souvent, enfin, nous conseillers, on est souvent questionnés sur où est-ce qu'on peut trouver telle ou telle chose et les boîtes à outils sont toujours formidables. Donc, je vous invite à y aller. Donc, sur notre site internet Opco Atlas, nous avons aussi des outils qui sont plutôt très bien faits. Notamment sur, vous avez un répertoire de formations qui sont à distance. Alors c'est vrai que on s'est un peu mobilisé un peu plus, je dirais, sur le sujet depuis mars, où tous les organismes de formation ont évidemment joué le jeu avec nous, hein, donc on les en remercie en tout cas. Et puis vous avez aussi une petite fiche essentielle sur la FOAD qui est sur lequel vous allez retrouver des informations précieuses sur le sujet, parce que c'est vrai que quand c'est un petit peu comme la feste, hein, c'est un sujet finalement très vaste, mais qui mine de rien tellement vaste qu'on est parfois un peu perdu sur qu'est-ce qu'on peut mettre, pas mettre, qu'est-ce qui est considéré comme faisant partie intégrante du système ou pas. Nous avons aussi des informations sur malheureusement le Covid, quel impact pour les entreprises, des informations voilà en lien avec comment ça a impacté le système complet, les entreprises, la formation, les OPCO, les intervenants externes. Et puis évidemment le site du ministère du Travail, qui est le site officiel sur lequel vous trouvez énormément d'informations, notamment sur les derniers décrets, les mises à jour, puisque parfois aussi, voilà, on parle d'un sujet la veille et puis le lendemain il y a eu une mise à jour et voilà, ça permet de réactualiser ses connaissances sur les sujets. Et puis évidemment, qui dit 15 branches, comme je vous le disais tout à l'heure, dit des critères de prise en charge différents. Donc chaque branche a la possibilité de connaître ces critères de prise en charge via notre site internet. Et quand vous recevrez le PowerPoint, vous pourrez cliquer sur les liens qui vous rerouteront directement sur la page dédiée. Vous avez aussi évidemment à votre disposition chez nous des conseillers, donc n'hésitez pas à les solliciter. Mais vous avez aussi un espace My Atlas sur lequel vous trouvez beaucoup d'informations. Vous avez un site internet, l'Opco Atlas, le site institutionnel, sur lequel vous retrouvez toutes ces informations. Et puis un service de conseil téléphonique qui est à votre disposition pour répondre à toutes les questions d'usage concernant, voilà, par exemple, est-ce que mon programme est conforme? Vous pourriez poser la question, n'hésitez pas. Des développeurs de l'alternance, nous sommes sur un maillage national et régional évidemment, avec voilà des développeurs de l'alternance qui sont là pour répondre à vos questions, qui sont parfois un petit peu pointues et le conseiller n'a pas forcément voilà toutes les réponses. On n'est pas expert dans tout, la preuve, c'est qu'on fait appel à des intervenants externes et tant mieux, et tant mieux. Donc voilà. Et peut-être pour
pour clôturer peut-être ce moment d'échange avec Sarah, moi j'ai quand même une question qui me titille, Sarah. Est-ce que je peux me permettre de vous la poser? Je vais essayer d'y répondre. Alors on y va. Est-ce qu'un webinaire pourrait être considéré comme de la FOAD? Alors, compte tenu de tout ce que je vous ai dit précédemment, un webinaire peut être effectivement une ressource dans le cadre d'un parcours de formation. Ce qui va être important, c'est que au-delà de participer à un webinaire ou de le regarder en replay, il va bien falloir que le formateur identifie quels objectifs va servir ce webinaire. Du coup, donner effectivement des consignes. Ça peut être visionner le webinaire en replay, mais avec une consigne de travail et peut-être un retour à faire ou à utiliser ce qui va être abordé dans le webinaire pour autre chose, pour une étude de cas ou pour une mise en pratique. Donc oui, c'est très intéressant d'inclure, en tout cas de ne pas exclure les webinaires comme ressources dans un dispositif de formation, bien évidemment. Merci, ça répond tout à fait à la question. Donc voilà, vous saurez que si vous avez à inclure un webinaire, nos webinaires sont aussi en replay sur notre site internet d'ici la semaine prochaine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne sais pas si là j'avais une question, mais plutôt sur l'apprentissage et je suis pas certaine qu'on le temps de travail. Pardon, j'ai beaucoup de mal à lire parce que ça se fait ligne à ligne et c'est très compliqué à lire pour moi. Pour un apprenti, le temps de travail en autonomie doit-il nécessairement se faire en entreprise? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question-là. Nous y répondrons ultérieurement. Voilà, on va y répondre par Absolument. écrit puisqu'on a prévu, je crois, un Absolument. document de questions-réponses, donc on va la Absolument. garder. Par contre, du coup, ça me rappelle qu'il y a quelque chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure concernant les temps de la formation, quand j'ai parlé de la temporalité qui Oui. évolue quand on passe du présentiel à la distance. Donc, il faut bien avoir en tête que tous les temps pendant lesquels le stagiaire va travailler pour sa formation doivent être intégrés, doivent être comptabilisés dans la durée totale de sa formation. Je m'explique, pas uniquement les temps synchrones comme une classe virtuelle par exemple, Bien puisque sûr. si on lui prescrit des activités à réaliser en autonomie à d'autres moments, ces temps-là, donc ces durées moyennes estimées, doivent être intégrées dans la durée totale de la formation. Voilà, c'est un point que j'avais Un peu oublié de, je crois, de le préciser. devoir à la maison, quoi. C'est ça, hein? Voilà, donc attention, quand on prescrit un devoir à la maison, on sait que maintenant pour la FOAD, on doit y Voilà. préciser la durée moyenne estimée pour le réaliser, mais également ce temps, le prendre en compte dans la durée totale de la Bien sûr. formation. Bien Voilà, sûr. C'est en faisant, en apprenant, en faisant qu'on apprend, en apprenant qu'en faisant. voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions. Merci, Sarah, de la clarté de tout ça, parce que vous voyez, on n'a pas de questions, c'est formidable. Ben, j'espère que c'est Merci parce à que vous. c'était clair et pas trop, justement, pas trop chargé. Non, c'est juste la bonne dose pour avoir Bon, d'autres ben, questions parfait. et juste la matière qu'il nous faut pour répondre à cette nébuleuse FOAD, Mm. puisqu'on a bien vu, hein, on a pu entendre pardon, et comprendre que c'est pas si simple que ça. Ce n'est pas que quelque chose qui est mis à distance C'est ça. et qui passe derrière un support. Il y a vraiment toute une logique de parcours et puis des documents et puis une législation qu'il faut respecter pour que ça réponde à tous ces critères-là. Donc voilà, écoutez, merci à tous en tout cas pour votre participation. Merci beaucoup Sarah pour cette Avec intervention. plaisir. Merci beaucoup à nos petites mains qu'on ne voit pas et qu'on remercie toujours chaleureusement parce qu'elles sont précieuses. Et puis merci à vous d'être toujours là derrière vos écrans à écouter, regarder en replay nos webinaires. C'est quelque chose qui nous donne envie d'en refaire d'autres en tout cas. Donc merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup Merci de Sarah. votre accueil et de votre sollicitation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.